Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. On va à nouveau pouvoir échanger en direct, autant que nécessaire, répondre à toutes vos questions ce soir, comme on le fait donc désormais régulièrement. C'est vrai que ces rendez-vous Facebook Live sont devenus des repères tout au long de l'année. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui est très complémentaire des réunions de quartier qu'on fait régulièrement, quasiment toutes les semaines. Et donc c'est bien aussi d'avoir cet échange-là, puisque ça permet aussi à vous, Mazamétains, qui ne venez peut-être pas aux réunions de quartier, de pouvoir échanger, de pouvoir poser vos questions en direct. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Voilà. Donc vous posez vos questions, c'est très simple. Vous laissez vos questions en commentaire sous la vidéo qui s'affiche sur votre téléphone, votre ordinateur, et vous laissez donc votre question en commentaire. Elles m'apparaissent moi sur l'écran qui est juste ici, et je vais donc essayer d'y répondre du mieux possible. Alors si vous voulez, on va pouvoir commencer ce Facebook Live avec une première question qui nous provient de David, qui nous fait part d'un problème de vitesse et qui nous demande un radar pédagogique ou un stop en montant la rue Galibert-Ferré au niveau de l'EHPAD Saint-Joseph, donc c'est l'intersection avec la rue Meillet, et jusqu'au rond-point du cimetière, car les voitures passent à plus de 50 km/h en montant et en descendant. Donc David, oui, alors on a effectivement l'habitude très régulièrement de mettre des radars pédagogiques, on peut les déplacer assez facilement, et donc effectivement dès qu'il y a un endroit où il peut y avoir un souci de vitesse ou de sécurité et où on peut en positionner, bien on le fait. Donc on note bien, on enregistre bien, David, votre demande par rapport à ce radar pédagogique, et on pourra l'installer rue Galibert-Ferré dans les semaines qui viennent pour essayer de limiter la vitesse. Pour ce qui est du stop, alors là c'est peut-être un peu plus compliqué, puisqu'il y a quand même une intersection. Alors effectivement, quand on arrive depuis le début de la rue Galibert-Ferré, on n'est pas stoppé. Il faut vérifier parce qu'on a quand même un carrefour, et donc c'est peut-être un peu plus compliqué de mettre en place un stop à ce niveau-là, puisqu'à un moment il faut bien quand même qu'il y ait une voie qui soit prioritaire sur une autre. Mais en tout cas, donc pour le radar pédagogique, c'est noté, et on verra ça avec nos services, donc suite à ce Facebook Live. J'avais aussi une question qui a été posée par le GNSA de la Vallée du Torrey, c'est le groupe de surveillance des arbres, une question qui a trait au parc du Pigné, savoir quand est-ce que ce parc pourrait être ouvert aux Mazamétaines et aux Mazamétains. Alors c'est effectivement un gros chantier, un gros travail, puisque quand on a récupéré ce parc, il était globalement en mauvais état. On va dire qu'il n'a pas été ménagé par la dernière entreprise qui est venue soi-disant pour faire de l'élagage, mais qui a plutôt fait du bûcheronnage, on va dire, sur ce parc. Donc il y a des travaux qui sont très importants pour le remettre en état. Donc on va s'appuyer sur un partenariat à venir avec le lycée forestier de Saint-Amand, et donc l'idée, c'est parce que nos services ne peuvent pas faire ça, parce que s'ils font ça, en gros ils font pas le reste, quoi, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Et donc on va s'appuyer prochainement sur un partenariat avec le lycée forestier de Saint-Amand, qui va développer justement des formations qui ont trait aux paysagistes, qui ont trait à l'aménagement des parcs, et ils pourront donc intervenir dans les mois qui viennent pour pouvoir restaurer ce parc du Pigné. Pour être tout à fait clair, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est un travail qui prendra plusieurs mois, voire peut-être même une année pleine, avant qu'on ait à nouveau un parc qui soit dans un état correct et qu'on puisse donc l'ouvrir au public. Voilà, donc c'est à venir, ça se fera en partenariat avec le lycée forestier, et j'ajoute aussi, c'est une précision utile, que nous mettons en vente la maison qui est située au fond de ce parc, avec les écuries qui sont les anciennes écuries qui sont en bordure de la rue Frédéric Mistral. Donc on va mettre en vente cette propriété. Si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment nous le faire savoir. Si vous souhaitez en faire l'acquisition pour y habiter, par exemple, on a déjà des demandes. Donc comme de toute façon ces procédures-là sont publiques, j'en profite ce soir pour donner l'info sur le parc du Pigné. Voilà. Donc en résumé, pour le parc du Pigné, de la patience, ça se
fera, ça prendra du temps parce que il faut voilà, faire un gros travail pour remettre en état ce parc qui a été quand même beaucoup malmené. Alors ensuite, on a une question de Framboise qui nous demande s'il est possible de rafraîchir le marquage rue Morel qui éviterait des problèmes de voisinage. J'imagine que c'est le marquage relatif au stationnement qu'on avait réaménagé il y a quelques années. La rue Morel est une des rues où on avait pu faire une consultation des habitants pour savoir si on pouvait réaménager le stationnement, changer de l'alternat et faire quelque chose qui satisfasse tout le monde. Et c'est ce qui avait été fait. Et donc on avait pu tracer les places puisqu'on avait un stationnement des deux côtés. Le stationnement, effectivement, le traçage en tout cas a peut-être un peu vieilli. Donc effectivement, s'il faut remettre un coup de peinture, on le fera bien volontiers. On le signalera à nos services donc juste après cette réunion. On a une question de Sébastien qui nous demande à quand un KFC dans notre ville. Alors écoutez, pas à ce jour à ma connaissance. On est toujours très attentif aux porteurs de projets qui veulent s'installer sur notre ville, qui veulent développer des activités industrielles, des activités commerciales. Moi, j'ai pas connaissance à ce jour d'un projet de KFC sur Mazamet. Peut-être que l'enseigne cherchera à se rapprocher de Mazamet dans les mois, les années qui viennent, comme une autre grosse enseigne du fast-food qui fait plutôt du burger, qui est un concurrent direct d'une ancienne bien connue qu'on a chez nous. On voit que ces enseignes-là, ces réseaux-là se développent de plus en plus et qu'aujourd'hui, leur stratégie est de s'intéresser de plus en plus aux villes de la strate, de la taille de Mazamet, c'est-à-dire des villes de 10 000 habitants et plus. Donc peut-être viendront-ils d'ici quelques mois, quelques années, mais à ce jour, j'ai pas en tout cas à ma connaissance de projet d'un KFC sur Mazamet. J'ai une question d'Anthony qui me pose une question quant à la reprise des stades de rugby de la Lose. Vous savez, ce sont les deux terrains qui sont situés en bordure de la départementale 612, en gros juste après Renault et en face Menguise quand vous êtes à l'entrée ou selon dans quel sens vous arrivez à la sortie de la ville, et qui me demande donc comment et où va s'entraîner le Sporting Club mazamétain. On m'a dit que les entraînements se feraient au parc de la Molière, vrai ou faux? Merci. Alors, ces deux terrains alors je vais essayer de vous expliquer un peu la démarche un peu globale. Bon, d'abord, je ne pourrais pas ce soir vous donner d'indications quant à l'implantation ou pas l'implantation d'une entreprise importante sur ces terrains-là, sur ce secteur-là. J'espère qu'on pourra, avec l'entreprise en question, peut-être officialiser des choses dans les semaines qui viendront, mais à aujourd'hui, il faut être prudent hein, quand on parle de développement économique et de développement industriel. Ce sont des décisions qui prennent beaucoup de temps à être prises. Ce sont des enjeux financiers très très importants pour les entreprises. Ce sont des décisions très lourdes qui impactent de très gros investissements. Et donc tant que tout n'est pas signé, si vous voulez, entre guillemets, ou n'est pas officialisé, je ne peux pas ce soir vous évoquer devant vous le nom de telle ou telle entreprise qui pourrait être intéressée par ces terrains. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux terrains qui servent aux entraînements de rugby et parfois aux matchs de l'AB et à certains tournois sont déjà zonés aujourd'hui comme zone économique en fait. Ils sont toujours utilisés comme des terrains de rugby, mais ils font partie d'un zonage dans notre PLU qui est déjà un zonage de zone économique, de zone d'activité de type industriel. Ce que nous sommes en train de faire, et qui est en cours d'aboutissement, c'est qu'on a aussi repris des terrains qui étaient ceux de l'ancien camping. Vous avez peut-être vu un article dans la presse très récemment. Je ne vais pas revenir très longuement ce soir sur le camping et sur le fait que on n'a pas eu de repreneur avec un investissement suffisant, que le camping avait été vandalisé. Donc, on a décidé d'arrêter cette activité de camping, qui était en plus un endroit qui n'était pas idéal, sachant qu'il y a d'autres projets d'hébergement touristique sur la commune et qu'il y aura peut-être même un projet de camping
peut-être plutôt dans la partie montagne de la ville, dans les mois ou les années qui viennent. Donc on est en train aussi de reclasser les terrains de l'ancien camping de la Lose en terrain d'activité économique. Et on peut aussi récupérer l'espace aujourd'hui où se trouvent nos services espaces verts à la ferme de la Lose, qui avait été déplacé à un moment, mais qui pourrait, s'il y avait un besoin, être relocalisé plutôt sur la rue Galibert-Ponce, où on est en train de récupérer de l'espace avec nos services. Donc tout ça pour dire que cet ensemble-là, cet ensemble foncier avec ces 2 terrains de rugby, les terrains du camping, le site où on a nos anciennes serres municipales et les quelques bandes de terrain qu'on a autour, sont des terrains qui vont être entièrement classés comme ayant vocation économique. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, il pourrait y avoir plusieurs entreprises qui soient intéressées pour s'y implanter. Et donc, on aurait effectivement besoin de trouver une solution de repli pour le rugby. Alors, pour tout dire, et pour être très transparent avec vous, Anthony, et avec toutes les personnes qui ce soir nous regardent, cette hypothèse a déjà été abordée avec les responsables du club de rugby, du Sporting Club Mazamétain. Il faudra l'aborder aussi avec le foot qui s'y entraîne un peu, puis avec certains scolaires. Et donc l'idée, effectivement, c'est que si un jour ces 2 terrains-là devaient être utilisés pour de l'économie, pour de l'industrie, on trouverait une solution de repli qui serait, pour la partie entraînement sur Bonnecombe, où on pourrait équiper un terrain comme il le faut en éclairage avec un box pour le matériel. Et peut-être même avec, pourquoi pas, un petit local qui permettrait de faire du visionnage, donc ce qui est très utile quand on fait les entraînements. L'idée aussi, ce serait de récupérer un autre demi-terrain à côté, à Bonnecombe, qui pourrait être couvert, par exemple, et qui permettrait de mieux s'entraîner en cas de forte pluie. Beaucoup de clubs de rugby aujourd'hui ont des terrains ou des moitiés de terrain couverts pour pouvoir s'entraîner quand il y a beaucoup de pluie de façon techniquement plus confortable, on va dire. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. C'est un scénario qui a été évoqué avec les dirigeants du Sporting Club Mazamétain. La deuxième partie, c'est recréer un terrain de match pour pouvoir jouer le dimanche, notamment lorsque l'équipe B ne peut pas jouer sur le terrain principal de la Chevalière pour des raisons en général climatiques et d'état de la pelouse. Et donc peut-être effectivement faudrait-il à ce moment-là, si ce match ne peut pas être joué sur les terrains qu'on va rééquiper à Bonnecombe, peut-être effectivement recréer un espace, pourquoi pas sur le parc de la Molière. Cette deuxième option n'est pas encore complètement validée. Elle pourrait être validée, elle est à l'étude. Ça pourrait venir compléter, si vous voulez, la création de terrains beaucoup plus adaptés sur le secteur de Bonnecombe pour le rugby. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de confort, on veillera, et ça c'est très important, je le dis pour tous les sportifs qui utilisent à un moment ou un autre de l'année ces terrains de rugby de la Lose, on veillera à ce que la solution de repli sur Bonnecombe soit plus confortable que ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire plus confortable en termes de terrain, d'éclairage, de stockage du matériel, pourquoi pas de salles de visionnage, de vestiaires et pourquoi pas de couverture, puisque l'idée est d'avoir une moitié de terrain, un demi-terrain couvert pour pouvoir quand même pouvoir s'entraîner quand il fait particulièrement mauvais. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Ayons à l'idée que c'est vraiment important de penser ce réaménagement. Je sais qu'il peut susciter des craintes ou des questions comme tout changement, mais il faut l'avoir à l'esprit parce que je crois que l'intérêt, et je crois que tout le monde le comprendra, c'est de pouvoir accueillir des nouvelles entreprises, permettre aux entreprises locales, parfois importantes, de pouvoir se développer et de pouvoir conserver ou développer de l'activité économique et de l'emploi sur le territoire communal et plus largement sur le bassin de vie. Voilà. Donc ce que je pouvais vous en dire ce soir et en espérant évidemment vous avoir éclairé par rapport à cette question. Alors ensuite, on a d'autres questions. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre pour ne pas faire attendre ceux qui les ont posés en premier. Sylvie nous demande pourquoi impasse de Boutonnet, il a été fait des travaux, trottoir et bitume de la rue.
que sur le début de l'impasse et le reste non. Il y a des personnes âgées qui viennent dans cette impasse et les trottoirs sont complètement détériorés. Si on fait les travaux, c'est toute l'impasse, c'est pas juste un quart. En fait, ce qui a été fait, c'était la rue de Boutonnet qui a été faite et quand la rue de Boutonnet a été faite il y a quelques années, il y a un bout de l'impasse qui était obligatoire techniquement, si vous voulez, pour faire la jointure. Je ne peux pas vous promettre, Sylvie, à aujourd'hui, je vais pas vous faire de fausses promesses et je peux pas vous garantir que on pourra dans les mois qui viennent ou rapidement faire aussi des travaux sur l'impasse de Boutonnet. J'ai eu la question aussi en réunion de quartier l'autre jour sur la rue haute de Boutonnet, dont on a souvent parlé. Pour l'instant, c'est pareil, c'est pas des choses qui sont encore faisables dans un délai court pour des questions de budget. Si vous voulez, on pourra évoquer aussi les questions de budget un peu plus tard dans cette soirée. Mais il faut savoir que, je l'ai souvent dit, mais je le redis, les coûts du gaz et de l'électricité ont très fortement impacté les budgets des mairies, des collectivités. Il y a eu des augmentations de points d'indice dans la fonction publique qui ont aussi fait fortement augmenter nos coûts de salaire. Ce que l'État nous prépare visiblement dans les semaines qui viennent, sous réserve des débats parlementaires, c'est de fortes hausses de cotisations sur les salaires des fonctionnaires, des agents de la ville, et avec un coût qui sera très important pour la collectivité. Donc ça nous ralentit sur le programme voirie qu'on avait. Ça, j'en suis vraiment désolé. Je sais que c'est une demande que beaucoup d'entre vous ont. Malheureusement, ça nous ralentit parce que ça nous laisse beaucoup moins de budget disponible, toutes ces augmentations, pour pouvoir faire de la voirie. Donc pour la rue haute de Boutonnet et pour l'impasse de Boutonnet, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas vous promettre des choses qui ne seraient pas en mesure d'être tenues. Ce que je peux vous dire sur la voirie, puisqu'on peut en dire un mot puisqu'il y a une question là-dessus, c'est qu'il y a des chantiers, alors il y a déjà des chantiers importants qui ont été faits pour améliorer des voiries qui étaient particulièrement dégradées. Vous vous souvenez qu'on a refait il n'y a pas très longtemps la rue Méjanel, qu'on a refait la rue Louise Marillac, qu'on a fait une grande partie de la rue de la Vitarelle, qu'on a fait aussi une grande partie de la rue du Champ de la Ville. Il y a d'autres chantiers de voirie qui vont s'engager maintenant très rapidement, début 2025. Il y a la finalisation de la rue du Champ de la Ville et d'une partie de la rue Saint-Jacques qui vont être reprises et donc refaites à neuf. Ça démarrera courant janvier. Et il y aura aussi courant janvier le début d'un très gros chantier qui est la rue Bertalaye, qui est une rue qui est quand même une certaine longueur, qui est aujourd'hui qui est un revêtement qui est très bombé. Alors on essaie de faire dans les rues qui sont les plus dégradées, qui sont en plus mauvais état, et donc ces deux rues-là vont être entièrement refaites à partir du mois de janvier. Puis je rappelle bien sûr qu'il y aura d'importants travaux. Là, c'est pas que de la voirie, c'est un réaménagement complet de place, c'est vraiment des travaux d'urbanisme qui vont démarrer sur la place Gambetta. Donc à partir du mois de janvier là aussi, je peux vous en dire un mot aussi tant qu'on y est sur la place Gambetta, puisque les travaux de préparation se poursuivent. Vous avez vu qu'il y avait eu des interventions sur les réseaux souterrains, vous avez dû voir qu'il y avait des chantiers à plusieurs moments. Il y en aura encore sur cette fin d'année, puisque il y a des enfouissements de câbles électriques qui doivent se poursuivre. Donc vous verrez des ouvertures, des saignées dans ce secteur également là sur cette fin d'année. Et vraiment le chantier de la place Gambetta, pareil, va démarrer à partir du mois de janvier avec la préparation du chantier, et vous verrez vraiment le dur du chantier à partir du mois de février. Et c'est un chantier place Gambetta qui devrait s'achever début novembre. Donc c'est un chantier quand même qui va durer quasiment 9 mois, donc ça va être un chantier très important, mais c'est vraiment une rénovation complète, on repense complètement cette place qui en a besoin, et vous verrez que l'objectif est de gagner évidemment en sécurité, de gagner en esthétique, de gagner en facilité, en agrément de pratique sur et de passage sur cette place, que ce soit en voiture, en stationnement, puisqu'on aura plus de stationnement, mais on aura aussi plus d'espace pour pouvoir marcher pour les piétons, et on aura une perspective beaucoup plus dégagée, beaucoup plus agréable. Donc vraiment c'est une place qui avait quand même beaucoup vieilli d'un point de vue esthétique, et donc ce sera un chantier vraiment très important. Pour ce qui est de la rue Bertalaye et de la rue du Champ de la Ville et de la rue Saint-Jacques, les travaux donc débuteront eux aussi courant janvier, et là ce sera plus rapide puisque ce sera fini courant avril. Voilà ce que je peux vous dire donc sur ces travaux de voirie.
Pour le reste, est-ce que sur 2025, on pourra rajouter d'autres rues de Mazamet sur ce planning de voirie? C'est ce qu'on essaiera de voir, mais je ne peux pas vous garantir parce qu'on ne sait pas encore les arbitrages de l'État en matière de budget pour les communes, et donc on ne sait pas si on aura de nouveau une coupe budgétaire, si on aura encore des augmentations de charges. Donc je peux vous dire ce qu'on pourra faire à minima. Le reste, je ne peux pas vous le promettre, et je préfère pas vous le promettre parce que je préfère vous dire des choses qu'on est capable de faire et de tenir plutôt que de vous faire des promesses en l'air qui ne pourraient que vous décevoir. Ensuite, j'ai une question de Sheila sur le stationnement réglementé dans le centre de Mazamet, des 15 minutes qui ne sont pas respectées et qui se transforment en 3 jours de stationnement. Alors, il faut absolument nous le dire, les policiers municipaux tournent très régulièrement pour verbaliser. Alors, je le dis, je le redis, toujours avec des consignes de souplesse. Moi, je ne fais pas la guerre, je ne fais pas la chasse aux automobilistes. J'ai fait en sorte qu'il y ait plus de stationnement possible dans Mazamet, parce que je pense que si on peut stationner, on vient en centre-ville, on y fait ses courses et on y travaille plus facilement. Donc moi, je suis pour la voiture et je suis pour le stationnement. Voilà, je sais que c'est un truc qui est un peu aujourd'hui tabou, mais moi, je le dis, je suis pro-voiture. Voilà, et je l'assume pleinement, parce que je pense que la voiture est le meilleur moyen de faire vivre les centres des petites villes. Sur le stationnement, donc, il y a des contrôles qui sont faits régulièrement, et quand il y a des stationnements excessifs, clairement excessifs, on verbalise. Donc, alors sur du 15 minutes, effectivement, je ne vais pas vous dire que si la voiture est restée 17 minutes, on va verbaliser. Par contre, si sur un stationnement 15 minutes, on a une voiture qui est là depuis 1 heure, on peut verbaliser. Sur les stationnements 1 heure, c'est pareil. Si la voiture est là depuis 1h01, on ne va pas mettre un PV. Par contre, si elle est là depuis 1h45 ou 2 heures, on peut verbaliser. Mais si vous constatez, vu ce que vous nous dites, qu'il y a un stationnement 15 minutes avec des voitures qui restent 3 jours, il faut absolument appeler la police municipale. Vous les appelez, ils seront là très rapidement, dans l'heure qui suivra, et ils pourront constater, et s'il le faut, ils verbaliseront, il n'y aura absolument aucun problème. Voilà. Donc, vous appelez les policiers municipaux, c'est vraiment la meilleure chose qu'il puisse y avoir à faire. Monique nous parle des bus Libellus et des lignes 8 et 9 qui ont la climatisation en panne. Pouvez-vous demander la réparation? C'est très pénible l'été pour les personnes âgées. Alors, on va le signaler effectivement au bus, mais je pense que ça a déjà dû être su et vu, et donc que probablement la climatisation sera réparée pour l'été prochain. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Si les climatisations sont en panne, il y a des services qui gèrent ça, il y a des techniciens qui sont là pour ça, et qui ont dû déjà le noter et faire en sorte que ces climatiseurs soient à nouveau en place dans les bus pour l'été prochain et pour les grosses chaleurs. Là maintenant, on en aura probablement un peu moins besoin. J'ai une question de Régis. À quand un grand marché de Noël au jardin public avec notre beau kiosque? Alors pour l'instant, Régis, c'est pas l'option qui est retenue pour le marché de Noël, parce que l'objectif d'un marché de Noël, outre le fait de pouvoir s'émerveiller, alors c'est vrai qu'on a un très beau jardin public, on a un très beau kiosque aussi, mais l'objectif d'un marché de Noël, c'est aussi de dynamiser un centre-ville commerçant. Les animations qui sont faites en fin d'année, elles ont vraiment pour but aussi de dynamiser, d'amener du monde dans les commerces. Si vous mettez le marché de Noël trop loin du centre commerçant, vous n'aurez pas d'effet sur le commerce. Donc pour l'instant, on va maintenir un marché de Noël dans le centre-ville, dans et autour de la halle, et surtout, bien, ça me permet de faire ce soir une première annonce qui est que on va vous proposer une très très belle animation pour ces fêtes de fin d'année. Alors vous retrouverez le traditionnel marché de Noël, vous retrouverez les balades en calèche, vous allez retrouver le feu d'artifice, les soirées avec les associations qui sont toujours des gros moments d'animation juste avant Noël. Mais il y aura surtout une nouveauté cette année, c'est qu'on va vous proposer la plus grande crèche itinérante de France. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ça fait plus de 400 mètres carrés, donc c'est vraiment, ça va prendre plus de la moitié de la halle. Et donc vous allez retrouver une crèche géante avec tout l'art des santons de Provence. C'est vraiment quelque chose à voir absolument. Il y a même des santons avec des automates.
et vous verrez un village qui recrée la vie dans un village de Provence au 19e siècle. Voilà. Et vous verrez, ça sera vraiment très beau, ça sera vraiment une très très belle attraction, et surtout vous serez, je pense, impressionné par la taille, l'envergure de cette crèche itinérante, puisque elle fait plus de 400 mètres carrés. Donc imaginez 400 mètres carrés, c'est vraiment, c'est plus de la moitié de la halle. Donc c'est vraiment très imposant, et ça sera un très très beau rendez-vous. Je vais même vous donner la date de l'inauguration. Ce sera le samedi 29 novembre, le vendredi 29 novembre à 18h30. Et vous serez évidemment, toute la population sera conviée à l'inauguration de cette grande crèche géante de Noël, qui sera visible ensuite jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on me rappelle, l'entrée sera gratuite. Voilà, je n'oublie pas de dire que l'entrée sera gratuite pour ce rendez-vous de Noël. Voilà, crèche géante à ne pas manquer à la halle. Alors, Nathalie nous demande, est-ce que nous allons avoir un nouveau médecin sur Mazamet, comme certaines rumeurs le disent, car la maison médicale ne prend plus ni même les personnes avec une ALD. Alors, on continue bien sûr à travailler avec la maison médicale pour recruter des nouveaux médecins, qui sont des médecins salariés. Il y a peut-être effectivement des possibilités dans les mois qui viennent de recruter un médecin supplémentaire. Les discussions sont toujours en cours. Pour le reste, je le rappelle, la maison de santé aujourd'hui voit grosso modo 3500 patients. Donc c'est quand même une structure qui est extrêmement utile. Heureusement que la ville de Mazamet a eu l'initiative de faire aboutir cette maison de santé il y a déjà 4 ans. Parce que si on ne l'avait pas fait, je le redis souvent, mais je vais quand même le redire ce soir, sans cette maison de santé, c'est 3500 patients qui seraient dans la nature. Donc vous imaginez déjà quand même la complication que ce serait. Donc effectivement, ça ne résout pas tout, parce que on est face à un problème national. Nous manquons de médecins en France quasiment partout, à part dans 3 ou 4 ou 10 grandes villes. En dehors de ça, il y a une pénurie de médecins partout. À Mazamet, un peu moins que la moyenne nationale, notamment grâce à la maison de santé. Mais effectivement, il y a encore des patients qui peinent à trouver un médecin. Donc on fait tout ce qu'on peut pour en recruter. C'est toujours compliqué, c'est jamais facile. Les mairies, les territoires sont en concurrence pour recruter ces médecins. Donc c'est pas quelque chose de facile. Mais j'ai bon espoir que on puisse peut-être avoir un médecin supplémentaire à la maison de santé dans les mois qui viennent. Ceci dit, si vous êtes en affection longue durée et si vous habitez Mazamet, faites-le moi savoir, et on fera en sorte que vous puissiez avoir une consultation, puisque effectivement les personnes en affection de longue durée sont prioritaires, ainsi que les enfants de moins de 16 ans. Mais même si vous n'êtes pas en ALD, et si vous n'êtes pas un enfant de moins de 16 ans, si vous avez des symptômes, un très gros mal de gorge, les amygdales gonflées, ou voilà, quelque chose qui ressemble à une angine, une grippe ou je ne sais quoi, des symptômes, vous pouvez quand même, les médecins du centre de santé font en sorte de dégager des créneaux où ils peuvent prendre en rendez-vous des personnes dont ils ne sont pas le médecin référent. Voilà. Donc ils essaient vraiment de faire au mieux, mais je voudrais vraiment vous dire ce soir que vous puissiez imaginer la pression qu'ils prennent, et la pression que prennent les personnes qui s'occupent de l'accueil et du standard dans ce centre de santé. C'est quelque chose d'infernal. C'est le téléphone qui sonne en continu de 8h du matin à 8h du soir. C'est des dizaines, des centaines de personnes qui se présentent énervées au guichet, qui ont fait parfois 50, 80 ou 100 km pour avoir un rendez-vous médical, et qui trouvent pas de médecin depuis des mois, qui viennent d'autres départements même, et qui sont prêts à casser le comptoir en deux pour avoir un rendez-vous parce qu'elles sont à bout. Donc c'est très compliqué, c'est très difficile. Et donc voilà, on essaie, en tout cas si vraiment il y a une affection longue durée et une difficulté à avoir un rendez-vous alors que vous êtes habitante de Mazamet, on fera évidemment tout ce qu'il faut pour essayer de vous trouver un créneau. Donc n'hésitez pas à me solliciter en privé et en particulier.
Je précise aussi que nous travaillons dans deux autres options pour amener des médecins supplémentaires sur Mazamet. La première option, c'est que depuis le 1er juillet, Mazamet est classé en FRR, c'est-à-dire en dispositif France Ruralité Revitalisation, c'est les anciennes ZRR. C'est un classement qui nous permet d'obtenir des avantages pour les médecins qui voudraient s'installer. Alors cette fois-ci, pas salariés, mais qui veulent s'installer en libéral, en cabinet privé. C'est valable pour les médecins généralistes, mais aussi pour tous les professionnels de santé. Ce dispositif dont Mazamet bénéficie permet à un médecin qui s'installe sur Mazamet de prendre une prime de 50 000 € plus une exonération d'impôt pendant plus de 5 ans. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et en plus de ça, si le médecin est propriétaire de ces locaux, il a une exonération de taxes foncières pendant 5 ans. Donc c'est quand même un dispositif qui est extrêmement attractif, extrêmement intéressant. Il a permis d'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, d'avoir une dentiste qui s'est installée rue Jeanne d'Arc dans le secteur des Bosses et qui est donc installée, qui a ouvert son cabinet il y a quelques semaines et qui bénéficie de ce dispositif FRR. Donc ça c'est un deuxième levier pour essayer de faire venir des médecins libéraux, cette fois-ci, sur Mazamet. Et en fait, enfin, il y a une troisième discussion que nous avons pour attirer aussi des professionnels de santé, c'est que nous sommes en discussion avec des groupes, un groupe de santé privé, parce que la santé, ça passe, je l'ai dit, par des médecins salariés, des médecins indépendants qui travaillent dans leur cabinet, associés parfois à 2 ou 3 médecins, vous en connaissez, et aussi des groupes de santé privés qui commencent à émerger en France, qui commencent à se créer. Vous connaissez les cliniques privées. Alors, Mazamet n'a pas forcément la taille pour avoir une clinique privée, mais par contre, on peut travailler avec des groupes médicaux privés à créer des centres médicaux privés. Nous y travaillons et j'espère qu'on pourra aboutir peut-être dans les semaines et les mois qui viennent sur un projet qui permettrait de faire arriver sur Mazamet un acteur privé important du secteur de la santé. Voilà. Donc ce sera un troisième levier pour arriver à faire venir des médecins sur la ville. Donc on fait vraiment le maximum, je le redis, encore une fois, avec nos moyens et surtout en vous rappelant que la santé n'est normalement pas la compétence des maires. La santé est de la responsabilité de l'État et du ministère de la Santé. Devant la défaillance, et je serai très sévère dans mes mots, des différentes administrations de la santé et des différents ministres de la Santé depuis peut-être une vingtaine d'années, puisque c'est eux qui nous ont mis dans cette situation catastrophique, unique en Europe, ce sont les mairies qui prennent le relais. Voilà, encore une fois, quand il n'y a plus d'espoir, qui c'est qui reprend le flambeau? C'est la mairie. Et normalement, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de l'État. On le fait parce que on considère que c'est un investissement et des dépenses qui sont très utiles et qu'elles rendent service à beaucoup de monde. Et je le redis, moi je suis quand même heureux aujourd'hui d'avoir 3500 patients qui sont suivis au centre de santé Simone Veil. C'est 3500 personnes qui, sans ce centre de santé, n'auraient absolument aucune solution aujourd'hui. Voilà. J'ajoute, et peut-être pour terminer sur ce dossier de la santé, qu'il y a aussi la téléconsultation qui se développe et que pour des petites pathologies, vous pouvez trouver des cabines de téléconsultation, notamment dans les pharmacies, qui sont très pratiques et où vous pouvez, pour des choses qui ne sont pas très graves, obtenir une consultation en ligne, une ordonnance, ça désengorge quand même beaucoup le système. On travaille aussi sur les infirmières en pratique avancée. Ce sont des infirmières qui se surqualifient pour pouvoir à terme faire des actes que font les médecins généralistes, des actes, on va dire, basiques, courants, et pour les délester. Et on accueillera au printemps prochain un congrès régional des infirmières et infirmiers en pratique avancée au Palais des Congrès de Mazamet. Donc ça aussi, ce sera peut-être l'occasion pourquoi pas, qu'il y en ait certains qui aient envie de s'installer sur la ville pour venir aussi délester le travail des médecins généralistes.
Alors ensuite, je vais essayer de revenir parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. On me parle de difficultés de visibilité, de sécurité à l'intersection de la rue de la Finariée, de la rue Jean-François Greffier, de la rue des Charpentiers. Des stationnements vraiment gênants et urgent de sécuriser le carrefour. Alors, s'il y a des véhicules qui gênent le croisement, normalement il y a des distances de sécurité à respecter. En général, ces distances-là sont matérialisées soit par des bandes jaunes, soit parfois par des plots. Si vous voyez des voitures gênantes, c'est la même chose que je disais tout à l'heure, appelez les policiers municipaux. Ils sont là pour ça, et s'il y a un stationnement gênant, ils verbaliseront. Ensuite, pour ce qui est des limites, pour ne pas gêner la visibilité, s'il faut retracer, repeindre, pour qu'on voit mieux les bandes jaunes, on les repeindra. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et si même il faut mettre des plots pour éviter que les gens se garent trop près des intersections et gênent la vue, on mettra aussi des plots si besoin. Donc ça, il faut absolument nous le signaler. Et quand vous voyez ces abus, ces difficultés, ces stationnements qui gênent la visibilité, vous appelez les policiers municipaux. Ils sont là pour ça et ils s'en occuperont évidemment très rapidement. Donc voilà, donc ça rejoignait la question de Cathy. Question sur des travaux éventuels rue de la Resse, c'est Jean-Luc qui nous en parle pour mettre en valeur l'espace parking passerelle. Oui, je suis d'accord avec vous, cette rue aurait besoin de rénovation de chaussée. C'est une rue qui est, ceci dit, classée départementale, puisque donc on est déjà en départemental sur cette rue. Et j'ai souvent aussi la question sur la rue Frédéric Mistral. La rue Frédéric Mistral, c'est la rue qui va du rond-point des 80 et qui descend à l'ancienne EDF et jusqu'au Palais des Congrès, en gros. Cette rue est aussi une départementale. Voilà, on l'ignore souvent, mais c'est aussi une voirie départementale. Donc, pour avoir des travaux sur ces rues-là, il faut qu'on ait un accord avec le département qui a lui aussi son programme de voirie, son planning, ses contraintes budgétaires qui sont très importantes. Et donc, évidemment, il faut avoir à l'esprit qu'avec les contraintes budgétaires du moment, les collectivités sur 2025 vont avoir clairement un coup de frein sur leurs investissements routiers. Enfin, je crois qu'il faut en tout cas leurs investissements de voirie, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Mathieu me demande où nous en sommes pour les travaux sur l'immeuble Alquier. Alors l'immeuble Alquier, c'est l'immeuble des services techniques rue des Cordes, et quand pourront reprendre les activités sportives dedans. Donc les travaux vont bon train puisque nous refaisons entièrement la toiture. Ce bâtiment était une énorme passoire thermique en quelque sorte. En gros, on perdait 80% ou 90% de l'énergie qu'on pouvait dépenser dans ce bâtiment. Donc on a eu un projet qui est très important, qui est de refaire complètement la toiture. Donc ça a bien commencé, c'est même largement avancé. Ça permettra d'économiser quasiment 80% de la dépense énergétique qu'on avait sur ce bâtiment. Et en plus de ça, on va y poser des panneaux photovoltaïques. Ça, ce sera à partir du mois de janvier pour faire de l'autoconsommation. Ça permettra d'autoconsommer sur le bâtiment des services techniques. Et ça permettra aussi d'alimenter certains bâtiments municipaux à proximité, notamment l'école du Gravas ou la mairie qui sont dans un périmètre proche. Ça a nécessité effectivement, puisqu'il y avait du désamiantage, ça a nécessité d'évacuer pendant un certain temps les associations sportives et d'adapter les horaires d'ouverture sur ce bâtiment. Donc là, les associations vont pouvoir revenir sur certaines plages horaires, puisqu'il n'y a plus de manipulation d'amiante, donc il y a simplement des travaux. Donc là, elles pourront revenir plutôt en soirée, et on devrait revenir, pour répondre, Mathieu, à votre question, à la normale à partir du mois de janvier pour l'utilisation de ce bâtiment par les associations sportives, mais auxquelles, encore une fois, je le redis, on a trouvé des solutions de remplacement temporaire pendant la durée de ces travaux, puisque à partir de janvier, ce sera vraiment la pose des panneaux photovoltaïques, et là, ça ne pose pas de problème sur l'utilisation à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, Manon nous demande de faire attention quand on refait des rues
où on met les poteaux parce qu'avec les poussettes, c'est pas simple partout en ville. Alors Manon, normalement, quand on refait une rue et quand on refait les trottoirs en particulier, on veille, et c'est la première chose qu'on regarde, à l'accessibilité. C'est-à-dire que normalement, c'est plutôt sur des rues qui sont anciennes. Et on a des cas, hein, j'en connais plein dans la ville, vous avez un trottoir et vous avez un poteau d'éclairage ou un poteau électrique en plein milieu qui fait que si vous êtes en poussette ou en fauteuil roulant, vous pouvez pas passer. Malheureusement, ça se faisait à l'époque. On ne le fait plus aujourd'hui et quand on fait des travaux, on fait systématiquement l'accessibilité. Donc vous verrez que les rues qui ont été traitées récemment sont toutes accessibles et vous avez au minimum un des deux côtés avec un trottoir en continuité, entièrement accessible et traversable en poussette ou en fauteuil roulant. Voilà. Donc ça c'est systématique. C'est systématique. Marilyn nous dit qu'il y a aussi des gens qui se garent sur les places handicapées et qui n'ont pas les cartes et la police s'en fout. Alors non, Marilyn, la police ne s'en fout pas. Quand la police voit des stationnements sans la carte handicapée, elle verbalise systématiquement. Maintenant, la police, elle fait aussi beaucoup de choses et donc parfois, elle ne peut pas être partout à la fois. Mais si, et je le redis, si vous constatez des abus de stationnement, alors je l'ai dit pour les durées, pour les stationnements gênants, mais s'il y a des stationnements sans carte handicapée sur des stationnements handicapés, vous appelez la police municipale, c'est inadmissible et ça sera verbalisé. Donc la police ne s'en fout pas, Marilyn, ça je peux vous le garantir. Alors, Carmen nous signale que sa fille fait de la danse dans une association bien connue sur Mazamet, mais qu'elle ne peut pas prendre le passeport car la gymnastique n'est pas considérée comme du sport. Alors là, par contre, c'est une question. La danse n'est pas considérée comme du sport. Ça, c'est une question nationale. Ça dépend pas de nous. Le pass sport, il est au niveau national. Et j'ai pas de pouvoir dessus pour pouvoir dire quelle activité ou pas est classée sport. Là, j'en suis désolé. C'est pas de ma compétence. Robin nous demande quand la fin des travaux pour le gymnase de Mazamet. Donc j'en parlais un petit peu en début de Facebook Live et je vais pouvoir le redire. Les travaux sur les aires couvertes ont donc bien commencé. Vous avez vu les gros travaux de démontage de la toiture, de dalles. Le gros œuvre là se prépare, c'est pour d'ici une quinzaine de jours. C'est avec normalement quelques détails, une mise hors d'eau et d'air du bâtiment d'ici fin mai. Le second œuvre, ce sera pour début juin. Et normalement, ce nouveau gymnase sera livré aux alentours de février 2026. Voilà, donc c'est un gros chantier, mais on va dire que normalement, ça sera février 2026 pour la livraison de ce nouveau gymnase au niveau des aires couvertes. Marilyn, pouvez-vous vous préoccuper un peu plus des animaux abandonnés, c'est-à-dire donner plus d'argent aux associations et créer des box pour mettre les chiens errants, ce qui est dangereux? Mais on le fait déjà, Marilyn, on le fait déjà, et on donne déjà beaucoup d'argent. On est peut-être même une des communes qui donne le plus, à la fois parce que nous participons au chenil qui se trouve sur Ocillon, et parce que nous sommes une des rares communes à avoir une convention avec l'association du chat protégé qui intervient pour les chats. Donc, on fait beaucoup, on fait déjà beaucoup pour faire en sorte que les animaux abandonnés puissent être récupérés, sauvés et mis en refuge et ensuite, on l'espère pour eux, redonnés à l'adoption. Alors ensuite, Jessica me dit qu'il y a des chiens errants ou en divagation les soirs ou les week-ends. La police ne s'en occupe pas, les chenilles est fermées. Alors la police, s'occupe là aussi sur les horaires de police municipale. Je rappelle que les policiers municipaux sont là de 8h à 20h du lundi au samedi et que l'été, ils travaillent jusqu'à minuit. Mais ceci dit, si vous trouvez un chien errant, vous prévenez la police municipale et si c'est en dehors des horaires de police municipale, vous prévenez la police nationale. Il y a des procédures qui sont mises en place pour pouvoir récupérer ces chiens qui peuvent constituer parfois un danger tout simplement pour la sécurité. Donc il ne faut pas hésiter. La police s'en occupe, mais à condition, encore une fois, Jessica, qu'elle soit prévenue. Voilà, ça c'est vraiment important de le redire.
toujours pareil, j'entends souvent beaucoup de plaintes par rapport à ces questions-là et à dire mais que fait la police? La police, ils sont policiers, ils sont pas voyants, hein. Donc ils peuvent pas tout voir, tout savoir s'ils sont dans un autre quartier en intervention sur des violences conjugales, sur des contrôles routiers, sur des contrôles de points de deal. Ils peuvent pas être partout. Donc si vous ne leur dites pas les choses, ils peuvent pas toujours les voir. Donc si vous constatez des choses, il faut les appeler et ils interviendront. Ensuite, les questions. Alors une question de Nicolas sur les endroits où sont placées les caméras de surveillance dans la ville. Est-il possible d'en ajouter? Je pense à la rue Meillet où 2 voitures ont été endommagées en une semaine. Alors on développe effectivement, Nicolas, le réseau de caméras régulièrement. On a maillé d'abord les secteurs du centre-ville qui étaient les secteurs qui nous semblaient avoir le plus d'enjeux de sécurité. On a fait ensuite les carrefours parce que c'est important lorsque des mauvais coups sont commis, les voitures repartent sur les axes. Hein, chez nous, elles repartent vers Toulouse, vers Béziers, vers Carcassonne. Donc on a aussi maillé les carrefours pour pouvoir les voir. D'ailleurs, ça a permis, quand on a eu certains braquages, de retrouver les auteurs. Ensuite, on sera amené à développer effectivement dans d'autres secteurs. Alors, est-ce que la rue Meillet, où il y a effectivement une vitesse importante, parfois une vitesse importante peut être mise sous caméra? Ça fait partie des choses qu'on peut étudier dans les mois qui viennent. On essaie d'en développer régulièrement et d'en rajouter chaque année pour sécuriser toujours plus la ville. Ludovic nous parle d'un manque de trains, surtout le week-end, pour aller sur Toulouse. TER 10h30 supprimé. Alors, ça c'est une très bonne question, Ludovic, et c'est un vrai gros souci que nous avons. C'est la qualité et la fiabilité du service assuré par la SNCF sur la ligne Mazamet-Castres-Toulouse. Je l'ai déjà dit, je le redis, je considère que le service et la régularité qui sont assurés par la SNCF sont indigents, indignes et inadmissibles pour une ville de la taille de Mazamet, un bassin de la taille du bassin mazamétain et une agglomération de la taille de l'agglomération de Castres-Mazamet. Des annulations, on ne sait pas pourquoi, il pleut beaucoup alors qu'on n'était pas du tout inondable, il n'y a pas de train, il y a trop de vent, il n'y a pas de train, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de train, etc., etc. Les gens sont prévenus, les gens en ont marre, les gens en ont ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol comme vous, et je le dis, je souhaite, parce qu'à un moment on va dire les choses très clairement, que la région Occitanie, enfin, depuis qu'on le demande, et ce serait temps quand même d'ouvrir un peu les yeux, d'ouvrir un peu l'esprit, mette en concurrence la SNCF sur les TER. C'est plus possible d'avoir un seul opérateur en monopole qui offre une régularité et un service si médiocre. Voilà. Alors, qu'on essaye, et je souhaite, et on fera tout pour, et on favorisera tout ça, que la région Occitanie ouvre à la concurrence les lignes dont elle est, rappelons-le, maître d'ouvrage, puisqu'elle est autorité organisatrice de transport, donc c'est la responsabilité de la région Occitanie. Je souhaite qu'il y ait une concurrence et que la ligne Mazamet-Castres-Toulouse soit la première où on puisse avoir un autre opérateur que la SNCF en région Occitanie. D'autres régions l'ont fait, d'autres régions ont ouvert à la concurrence et je constate que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on attend en Occitanie pour mettre un peu la pression sur la SNCF? Voilà. Donc je le redis et je le redemande ce soir parce que je ne suis pas satisfait du service qui est assuré par la SNCF sur cette ligne, alors que par ailleurs, moi je suis un grand partisan du train. Je considère que le train peut être un outil de désenclavement extrêmement utile, aussi utile et pertinent qu'un désenclavement routier ou autoroutier, à condition que les trains soient fiables, qu'ils soient à l'heure, qu'ils ne soient pas annulés tous les jours et qu'ils soient rapides. Voilà. Et que si on avait un jour un cadencement à 1 heure de Toulouse-Matabio entre Mazamet, Castres et Toulouse, je suis persuadé que ça serait un levier de développement extraordinaire pour Mazamet et pour le bassin mazamétain. Voilà. Mais à un moment, quand ça ne fonctionne pas bien, il faut le dire, j'ai des plaintes tous les jours. Tous les jours, j'ai des habitants qui me disent qu'ils en ont marre du manque de régularité du service. Ça ne peut pas continuer. Si la SNCF ne sait pas faire, d'autres sauront faire à sa place. Voilà. Alors, ensuite,
Question de Régis sur l'insécurité. L'insécurité sur Mazamet est-elle présente? Vu ce qui se passe dans les villes moyennes et sur les trafics et la dernière agression sur Mazamet vue sur les chaînes info. Oui, l'insécurité est présente à Mazamet, elle est présente à Mazamet, mais elle est à l'image de ce qui est devenu aujourd'hui la France. J'ai eu la question l'autre jour en réunion de quartier et j'ai pris une sorte de métaphore pour essayer d'expliquer un peu la situation de la sécurité. La situation sécuritaire en France, elle s'est aggravée depuis 10 ans, depuis 20 ans. Elle s'aggrave partout. Donc en gros, les gens qui... et c'est un peu comme une marée qui monte, si vous voulez. Donc en gros, les gens qui, il y a 10 ans, avaient de l'eau jusqu'aux chevilles, ben, aujourd'hui, ils ont de l'eau jusqu'au bassin. Les gens qui avaient de l'eau jusqu'au bassin, il y a 10 ans, ben, aujourd'hui, ils ont de l'eau jusque-là. Les gens qui, il y a 10 ans, avaient de l'eau jusqu'à la gorge, ben, ils sont sous l'eau. Donc en gros, ben, vous avez une ville comme Mazamet, et alors je sais que ça fait pas plaisir quand je le dis, parce que ça met en colère certaines personnes, mais je vais quand même le redire, Mazamet reste une ville relativement préservée par rapport à ce qui se passe. Il vous suffit de suivre l'actualité autour de Mazamet et partout en France. Pour une ville de 10 000 habitants, nous sommes encore relativement préservés, même si malheureusement, nous sommes touchés à Mazamet par... les deux fléaux qui aujourd'hui plombent la sécurité en France. Le premier, c'est le trafic de stupéfiants. La France est devenue un narco-État, clairement. Vous voyez ce qui se passe partout. Et le trafic, il y en a aussi à Mazamet. Ce trafic, il génère des personnes que vous voyez qui sont souvent de jeunes hommes qui ont entre 16 et 30 ans, qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'études, qui tiennent le mur et dont on sait qu'ils trafiquent. Alors on les a à l'œil, ils constituent une présence extrêmement désagréable, notamment en centre-ville. On essaie évidemment de les emmerder, hein. Je ne vais pas mâcher mes mots, je ne vais pas dire autrement, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, le plus possible avec les policiers municipaux, avec les caméras. La police nationale, elle monte des enquêtes, parce qu'il faut des procédures très lourdes pour arriver à les entendre, à les ensuite déférer à la justice, et qu'ensuite la justice éventuellement les condamne et éventuellement les condamne à des peines lourdes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut des procédures très lourdes, et c'est beaucoup ces personnes-là qui sont autour du trafic qui créent cette délinquance, en tout cas ces présences qui peuvent être gênantes, désagréables en cœur de ville. Et le deuxième problème qu'on a, c'est ce que j'ai exprimé quand on a eu une agression homophobe odieuse au mois de septembre. J'ai expliqué qu'au-delà de l'agression homophobe, qui a été d'ailleurs très largement condamné, il y a eu un très beau rassemblement qui a été fait, Jardin des Promenades, pour dire non et qu'on n'accepterait jamais qu'on puisse ainsi discriminer quelqu'un et encore plus le tabasser pour ses orientations sexuelles, mais ça aurait pu être pour sa couleur de peau, ça aurait pu être pour son accent, pour la façon dont il est vêtu, pour sa taille, pour son aspect, pour sa coupe de cheveux, que sais-je. Donc on a clairement dit non aux discriminations. J'ai dit aussi que les faits était dû aussi à des jeunes qui sont dans un contexte déjà de délinquance, qui sont connus des services de justice. Et il y aura un procès, j'espère, je crois que c'est début décembre ou mi-décembre au tribunal de Castres, et on s'apercevra que ce que j'ai dit était vrai, c'est-à-dire que les jeunes responsables de cette agression, d'abord ce sont quasiment que des mineurs, et ce sont des gens qui sont déjà connus et qui baignent dans des familles qui sont elles-mêmes baignées dans la délinquance depuis plusieurs générations. Je l'ai dit, je le redis, parce que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est des familles qu'on entretient avec de l'assistanat, avec des aides sociales nombreuses et généreuses. Et donc vous avez aussi à Mazamet, mais comme dans toute la France, ces familles complètement à la dérive, où il n'y a pas grand monde qui travaille depuis 2 voire 3 générations, et où on vit de petits trafics et d'aides sociales. Voilà. Et vous avez le cocktail, avec ces deux piliers-là, vous avez le cocktail de la délinquance dans une petite ville. Alors, il y a des faits, effectivement, là il y a une agression très grave, une agression homophobe très grave, et il ne faut évidemment pas la passer sous silence, et il faut évidemment la condamner. Il y a des bandes qui traînent, qui stagnent dans la ville, qui sont probablement liées à des trafics. C'est le lot de toutes les petites villes en France aujourd'hui. Malgré ça, je vous dirais qu'on est quand même encore globalement préservé.
Et si je prends quelques exemples, vous le comprendrez, il y a quelques jours, alors que pourtant c'est une ville qui est juste à côté de nous et où la sécurité est, je crois, vraiment une priorité, en tout cas je crois pour les élus de Castres, vous avez quand même des policiers qui se sont fait poursuivre par quelqu'un qui leur tirait dessus à balles réelles. Bon, voilà. Si vous prenez une ville comme Albi, et là aussi je crois que c'est une préoccupation constante des élus albigeois d'avoir de la sécurité, vous avez une cité Albi où il y a eu des tirs de Kalachnikov. Et si vous sortez du Tarn, vous vous rendez compte que vous avez des villes aujourd'hui où, je crois que c'était Cavaillon il y a quelque temps, c'est une ville qui est un peu plus grande que Mazamet, mais enfin pas beaucoup, où il y a carrément un commissariat qui a été incendié avec des policiers dedans, en pleine nuit. Il a été attaqué, incendié, brûlé, plus de commissariat. Voilà. Et puis évidemment, si vous montez dans des villes plus grandes, vous avez vu malheureusement il y a 10 jours, week-end, avec 2 jeunes qui sont morts à coups de couteau. Vous avez eu un coup de couteau, heureusement pas mortel à Castres, mais vous avez eu des coups de couteau en Ardèche. En Ardèche, enfin, vous voyez, quand même pas non plus le département le plus, je sais pas, le plus criminalisé de France. Vous avez un jeune qui a été tué à coups de revolver. Si vous allez encore plus loin, vous avez des villes, et si vous rentrez dans les grandes villes, vous avez Poitiers, qui n'était pas non plus quand même la ville la plus dangereuse de France. Vous avez eu une bagarre générale entre bandes rivales avec 1000 personnes qui se sont battues à coups de batte de fer, enfin, un truc incroyable. Et ben, si vous prenez l'exemple extrême, vous avez Marseille, vous avez des règlements de compte tous les jours, vous avez des morts tous les jours. Donc quand je prends l'exemple de la marée, ben, Mazamet, il y a 10 ans, on avait les chevilles dans l'eau, on va dire, ben, aujourd'hui l'eau, on commence à la voir au genou. Marseille, ils avaient de l'eau jusque-là, ben, maintenant ils l'ont largement au-dessus de la tête, ils ont bu la tasse depuis un bon moment. C'est la France. Mazamet n'est pas une île, et Mazamet est dans un contexte national où il y a une augmentation qui est liée à un laxisme qui est tout un tas de faits délictueux qui ne sont pas sanctionnés ou qui sont trop peu sanctionnés. On manque de places de prison, ça me permettra de rebondir sur une autre question. Et donc, on est aussi victime de ce contexte national. Mazamet n'est pas une île. Voilà, donc on doit faire avec. Mais je redis quand même que nous sommes encore... et encore une fois, même si tout n'est pas parfait, et j'aimerais que tout soit parfait, mais ce n'est pas le cas, mais malgré ça, nous sommes encore relativement préservés si on compare à ce qui se passe, y compris dans des villes de taille comparable, dans d'autres départements, dans d'autres régions. Voilà. Et on fait évidemment tout pour avoir une présence sur le terrain et pour être le plus dissuasif possible. Alors justement, j'ai vu une question un petit peu plus loin sur la question de la prison, une prison donc sur le secteur de la Trille. Alors, ça me permet effectivement de rebondir sur ce que je disais à l'instant. On a un vrai souci de sécurité en France. On ne le résoudra qu'avec de la fermeté. La tolérance zéro, après tout on l'a appliqué aux automobilistes, si vous faites prendre à 51 km/h, vous recevez un PV et vous n'allez pas expliquer que vous étiez distrait, que vous regardiez je ne sais quoi et que voilà, ben non, on vous dira non, vous payez. Et puis si c'est un excès un peu plus important, vous perdez des points. Personne ne viendra vous essayer de vous trouver des excuses. Je pense qu'il faut qu'on applique la tolérance zéro sur la délinquance qui pourrit le quotidien en France. Pour ça, il faut de la fermeté, il faut des condamnations et des peines qui soient exemplaires et extrêmement lourde et dissuasive, mais pour que ça puisse marcher, il faut des places de prison. On sait qu'il en manque beaucoup. Il en manque, selon les chiffres, entre peut-être 15 000 vraiment au bas niveau, et il y en a qui parlent de 100 000 places de prison. Donc il en manque beaucoup, et donc on a besoin effectivement de construire des prisons. Alors dans ce cadre-là, moi j'ai toujours dit que on pouvait y réfléchir. Qu'on n'était pas fermé, j'ai pas dit qu'on était à fond pour vivre la prison, c'était pas du tout ça, mais que ça s'étudiait parce que d'abord il y a un enjeu national, on a besoin de places de prison, et ensuite on a un enjeu ici, ne serait-ce que sur le territoire, parce que quand nos délinquants sont condamnés au tribunal de Castres, la question c'est où est-ce qu'on les met en prison. Albi est saturé, Béziers est saturé, Carcassonne est saturé, Toulouse c'est une usine à gaz, donc ça pose un vrai problème. Et puis quand il faut, j'en parlais encore avec des policiers la semaine dernière, quand il faut transférer quelqu'un qui a été condamné au tribunal et qu'il faut l'amener en cellule pour purger sa peine à Béziers, vous imaginez le temps perdu par les policiers.
pour aller faire la route jusqu'à Béziers. S'il y avait une prison sur le sud du Tarn, ça serait quand même beaucoup plus facile. Donc il y a cet aspect-là, et à un moment on ne peut pas, si vous voulez, dire qu'on manque de sécurité, qu'il y a du laxisme et qu'il faut être plus sévère et pas vouloir de prison. Donc moi je suis logique avec moi-même et avec mes opinions politiques que j'assume sur les questions de sécurité. Quand on a dit ça, après il faut voir aussi qu'une prison c'est une activité économique. Parce qu'une prison, ça emploie beaucoup de monde, parce qu'il y a un taux d'encadrement qui est extrêmement important, évidemment, c'est des retombées aussi donc d'emploi sur la ville et à proximité, que c'est des retombées de sous-traitance pour les entreprises locales, et que c'est aussi la population de la prison qui compte dans la population municipale, et que donc ça crée des recettes aussi pour la ville. Voilà, plus des aménagements que l'État peut faire pour s'il faut faire des routes, des ronds-points pour emmener à la prison, l'État peut parfois les prendre en charge pour faciliter les choses. Donc moi je ne vais pas fermer la porte. J'en ai rediscuté il y a encore quelques jours avec le député de la circonscription, Jean Terlier, et il y aura peut-être quelqu'un du ministère de la Justice qui descendra sur Mazamet dans les semaines qui viennent. Et donc, ce sera l'occasion d'entamer une discussion et d'évoquer effectivement, pourquoi pas, cette possibilité. Si, évidemment, ce dossier devait avancer, il se fera, et je l'ai toujours dit, en toute transparence vis-à-vis des Mazamétaines et des Mazamétains, pour connaître absolument tous les tenants et les aboutissants. Évidemment, on le laissera pas faire n'importe quoi, mais encore une fois, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. Il n'y a pas d'augmentation de la délinquance dans les villes où vous avez une prison. Globalement, au contraire, vous avez plutôt plus de forces de l'ordre sur ces villes-là. Donc globalement, vous êtes plutôt plus tranquille et plus encadré que dans une ville, on va dire, qui n'a pas de prison. Donc on a regardé ces aspects-là, et il est évident que jamais de la vie, on accepterait de créer quelque chose qui viendrait gâcher, ruiner le cadre de vie des habitants de Mazamet, jamais de la vie. Donc voilà, on en discutera si quelqu'un du ministère veut bien venir à Mazamet pour le regarder. Je ne sais pas si ça se fera, on regardera, on pèsera les choses, on en discutera, on rendra tout public, et puis de là, on verra si on est amené à prendre ou pas une décision. Mais la décision, c'est surtout l'État qui dira s'il est prêt à faire ou pas. Alors, ensuite, des projets pour le parc de la Molière, idée neuve, bassin mazamétain. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on discutait aussi avec des groupes médicaux privés. Ça revient à la question sur la démographie médicale. Donc, ça fait partie des discussions qu'on a effectivement pour amener sur Mazamet un groupe médical privé dans les mois qui viennent. La zone de la Trille du Nouveau, toujours idée neuve bassin mazamétain. Comme je l'ai expliqué, là aussi en début de Facebook Live, c'est lié aux demandes qu'on peut avoir d'entreprises. Donc, s'il y a une entreprise qui a une demande sur un foncier important, peut-être qu'effectivement cette zone pourra à ce moment-là être ouverte pour une entreprise qui aurait un besoin de foncier important. Mais je rappelle aussi que nous travaillons, et c'est ce que je disais en début de Facebook Live, à un réaménagement des terrains de rugby de la Lose, de l'ancien camping et de nos serres municipales pour dégager du foncier pour l'économie. Et ça peut aussi servir avant qu'on fasse un développement sur le secteur de la Trille. J'ai une question aussi sur le rond-point des Bosses. Alors ça, on en a parlé. Ça, c'est des travaux qui sont, je le redis, la question revient souvent. C'est des travaux qui sont sous l'égide du département, qui se feront quand l'autoroute sera terminée, avec l'aménagement donc de l'axe La Bruyère-Mazamet. Quand vous partirez de Mazamet, d'abord avec effectivement un giratoire au niveau du carrefour des Bosses, le contournement d'Aucillon par l'arrière de la zone de la Rougearier. Donc vous irez tout droit comme si vous alliez vers Rigotou, et là vous aurez une bifurcation pour contourner Aucillon en fait par tout le bas de la zone de la Rougearier. Vous déboucherez au rond-point de la déviation de Saint-Alby, et ensuite
Il y aura des aménagements qui seront faits entre Mazamet et La Bruyère pour sécuriser, alors qu'ils ne sont pas encore connus dans les détails, pour sécuriser d'abord les passages à niveau, qu'il n'y ait plus les cisaillements de voies qui sont les stops, enfin les passages qui sont très dangereux. Et moi j'insiste aussi, je le dis, je le redis dès que je peux aux élus du département, pour qu'on ait aussi des créneaux de dépassement sur cet axe entre Mazamet et La Bruyère, qui est quand même un des axes les plus fréquentés du département. Je crois qu'on est à quelque chose comme 8000 véhicules au jour, donc c'est considérable, c'est un des axes les plus fréquentés du département. Il est normal qu'il soit traité à sa juste valeur comme un axe majeur du département du Tarn. Donc voilà, je vous ai répondu sur ça. Sur l'ancien dépôt EDF, il y avait des projets qui étaient en cours, mais nous avons des difficultés avec les services de l'État par rapport aux zones inondables. Alors aujourd'hui, l'ancienne friche EDF n'est pas juridiquement classée zone rouge, elle est toujours classée zone bleue, mais les services de l'État considèrent que du fait d'aménagements qui ont déjà eu lieu à proximité, il pourrait y avoir un risque. Donc il y a des discussions qui se poursuivent, mais on aimerait quand même les poursuivre avec l'État pour que cette friche EDF puisse être récupérée, qu'elle puisse être réhabilitée et qu'elle puisse servir pour du logement, par exemple, pour des projets. Il y avait des projets pour les seniors, donc voilà, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Des questions de Jacqueline sur la rue Mermoz et la rue Albert Rouvière avec des rats. Y a-t-il possibilité de dératisation? Donc ça, on va le signaler à nos services, on le fait régulièrement, plusieurs fois par an. Donc s'il faut revenir dans ce secteur, on y reviendra. Il n'y a pas de difficulté, ça sera noté à l'issue de cette réunion. Des questions aussi sur le service de bus. Le 10 a changé son parcours et le matin, à 8h30, ce service n'existe plus. N'y a-t-il pas la possibilité d'une navette pour le Ciala? Certaines personnes travaillent sur cette zone. Avec ce changement, on met maintenant 1 heure pour aller au Ciala. Je pense qu'il faudra qu'un jour on reprenne, peut-être qu'on repense un peu le réseau, les horaires, etc. de ce réseau Libellus. C'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qui sont un peu lourdes à faire, à mettre en place. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des remarques qu'on fera remonter au service qualité du réseau Libellus. Pas de souci. Et vous vous plaignez aussi, Jacqueline, des pots d'échappement de certaines mobylettes très bruyantes. Alors là aussi, on fait des contrôles régulièrement. Il y a des opérations coup de poing qui sont faites par la police, notamment par la police nationale. Donc on continue et on contrôle évidemment ce point-là. Des questions sur le PLU. Il y avait une première réunion publique qui a eu lieu il y a quelques mois. Il y aura une deuxième réunion qui a pris effectivement beaucoup de retard, mais ça devrait se faire, je pense, plutôt début 2025. Voilà, parce qu'il y a des choses sur le PLU qui vont être impactées. Alors, je vais en profiter pour en parler aussi par le fait qu'on va probablement reprendre la VAP. Tout ça, c'est lié. Alors, c'est des termes un peu techniques, je m'en excuse, mais l'idée, vous savez, c'est que vous avez peut-être pareil lu la presse ou écouté la radio il y a quelques semaines. Le classement de certains monuments entraîne des contraintes aujourd'hui qui sont devenues compliquées. Notamment, moi j'ai énormément d'habitants qui veulent mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toit et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont en périmètre bâtiments de France. Donc on a rencontré justement les architectes des bâtiments de France il y a quelques jours pour évoquer ces difficultés. Et on avait en préparation un AVAP, c'est-à-dire une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, pour faire ce qu'on appelle alors c'est beaucoup d'abréviations, je suis encore une fois très désolé, pour faire un SPR, un site patrimonial remarquable. Pourquoi? Parce que quand on a ce label, tout l'investissement qui est fait sur un grand périmètre de la ville peut être défiscalisé. Donc c'est quand même très intéressant pour vous, pour ceux qui peuvent défiscaliser, et pour attirer l'argent, tout simplement, sur la ville, et l'investissement sur la ville. La difficulté, c'est que quand on est dans ce périmètre AVAP, on est tenu d'avoir l'autorisation des bâtiments de France. Dès qu'on fait une déclaration de travaux, un permis de construire, c'est une autorisation obligatoire des bâtiments de France. Jusqu'à présent, dans l'AVAP, on
n'avait pas prévu, il y avait cette difficulté du photovoltaïque qui n'était pas autorisé. Donc on en a discuté avec eux l'autre jour, et donc on va reprendre, l'idée c'est de reprendre cette AVAP pour pouvoir intégrer dans le règlement vraiment écrit noir sur blanc l'autorisation de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Et on va repasser au peigne fin les prescriptions de matériaux qui peuvent parfois être trop lourdes. Alors, il y a des quartiers, des secteurs où du PVC, ça peut effectivement gâcher l'esthétique. On a quand même une très belle architecture à Mazamet, il faut y faire attention. On a d'autres quartiers, on est sur des maisons peut-être plus traditionnelles où on pourrait mettre du PVC. Et j'ai toujours dit, il vaut mieux du PVC neuf et une belle rénovation neuve qu'un truc qui n'est pas refait et qui est à l'abandon. Donc on est en train de reprendre finalement ce règlement avec les architectes des bâtiments de France pour pouvoir à la fois ne pas aller, moi j'ai été jusqu'à dire que j'irais jusqu'à demander à déclasser certains bâtiments. Je l'ai demandé pour le château Lagoutine parce qu'aujourd'hui il est dans un état qui ne justifie plus un classement. Et j'avais même évoqué l'idée de déclasser le Grand Temple, l'église Saint-Sauveur. Bon, peut-être qu'on n'ira pas jusque-là si on arrive à retrouver un règlement avec les architectes des bâtiments de France où avant, noir sur blanc, on aura pu autoriser le photovoltaïque, le PVC à certains endroits, et avoir des règles qui sont des règles applicables, quoi. Des règles qui sont pas étouffantes, quoi, si vous voulez. Et donc ça évitera d'avoir à sortir ces bâtiments de la liste des monuments inscrits. Donc j'en reviens au PLU, ça va aussi avoir une influence sur le PLU, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard sur la deuxième réunion publique pour la révision du PLU, et qu'on a d'abord ce travail à mener pour alléger les contraintes, et ça je l'entends et je le redis, moi j'essaie de défendre les Mazamétains par rapport à ces contraintes que peuvent générer les monuments historiques, et donc je pense qu'on va arriver à en sortir, et que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent ce soir, qui ont des projets de panneaux photovoltaïques, qui seront très heureux dans quelques mois de pouvoir avoir une autorisation, même s'ils sont dans le périmètre des bâtiments inscrits, pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce secteur. J'ai une question ensuite sur la passerelle pour éviter les suicides ou les accidents. Alors sachez que nous y travaillons, et ce que j'ai déjà dit, c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je crois que j'ai lu sur Facebook, j'ai vu des gens, quelqu'un qui disait oui c'est facile, il y a des moyens de le sécuriser. Il ne disait pas comment ni comment on faisait, mais apparemment il savait très bien. D'ailleurs il peut monter un bureau d'études si bon, non, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, on va pas transformer la passerelle en tunnel. Ça, c'est hors de question. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut trouver un moyen. On est en train de regarder effectivement pour dissuader le saut, et en particulier le saut au-dessus de la route. La difficulté, c'est que tout le monde dit un filet. Mais sauf qu'un filet, ça dépend où vous le mettez. Donc, soit vous le mettez très haut. Il est juste en dessous de la passerelle et la personne peut tomber dans le filet. Mais une fois qu'elle est tombée dans le filet de pas très haut, elle peut à nouveau ressauter. Donc ça veut dire qu'il faudrait remettre des filets en cascade, donc c'est un peu compliqué. Si on met le filet beaucoup plus bas, la personne va sauter, mais il faut faire attention parce que un filet, ça va être un filet grillagé en dur. Si la personne a chuté de 10 mètres quand elle va arriver dans le filet en dur, elle va se blesser, ça va être, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est quelque chose d'affreux aussi, quoi. Voilà, parce que la personne, elle va être hachée menu par le grillage, hein. Tomber sur un grillage de 10 mètres, je vous garantis que, ou même de 20 mètres, ou même de 30 mètres, ça, je peux vous garantir que ça va être douloureux. Donc, on essaie de trouver un système qui fait que si quelqu'un sautait, il pourrait atterrir dans un filet. Alors après, il serait coincé, il faudrait aller le chercher, c'est encore une autre question. Mais c'est peut-être faisable. Mais surtout quelque chose qui rende en fait le saut, alors c'est terrible à dire, mais incertain. C'est-à-dire que la personne qui veut malheureusement mettre fin à ses jours, on sait que quel que soit l'endroit, elle finira par le faire. Mais qu'elle se dise, ben là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ce truc dessous, je vais pas bien tomber, donc ça ne marchera pas, quoi. Voilà, je dis ça de façon un peu crue, mais c'est encore une fois très, très triste, mais c'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc on est en train d'y travailler avec les services techniques, mais c'est quand même assez compliqué.
et puis, encore une fois, il est très très compliqué d'arrêter quelqu'un et de dissuader quelqu'un qui a décidé de se jeter d'un point haut. Si c'est pas de la passerelle, ça sera d'un rocher. Enfin, je veux dire, donc ce sera toujours quand même très compliqué Mais on essaie quand même de trouver une solution qui rendrait le saut dissuasif et qui permette de rendre le saut moins la probabilité de mettre fin à ces jours soit beaucoup moins importante. Voilà. Alors ensuite, à quand un bowling à Mazamet? J'ai pas de questions pour d'informations pour le moment sur l'implantation d'un bowling. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui veut investir, il sera évidemment le bienvenu pour ça. J'ai une question de Jeff Sell sur l'augmentation de la taxe foncière sur Mazamet. Alors, Jeff Sell nous indique qu'elle serait, donc elle est de 62,29%, c'est vrai, c'est le vrai taux sur Mazamet, et que cette taxe serait supérieure aux villes de plus de 10 000 habitants, et de me citer l'exemple de Groyer qui est à 44,78 et de Gaillac qui est à 35,72. Alors c'est une très bonne question. Pourquoi nous avons augmenté la taxe foncière? Alors d'abord, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Je vous rappelle que pendant 10 ans, on a tenu bon, malgré les coupes budgétaires, malgré toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, et on ne l'a pas augmenté. Alors c'est vrai qu'on retient plus l'année où ça a augmenté que les 10 années où ça n'a pas augmenté. Bon, on a essayé de préserver le plus possible les contribuables. On a fait des grosses économies. C'est bien parce que je vous ai préparé quand même quelques tableaux, et on a fait des économies de fonctionnement très importantes. On a baissé nos dépenses de fonctionnement, on a diminué le nombre d'agents municipaux. Bon, on a fait un gros travail pour préserver le plus possible les contribuables, mais arrivé à un moment, avec l'augmentation du gaz, de l'électricité et les augmentations d'indices obligatoires dans la fonction publique qui sont décrétés par l'État, mais que nous devons appliquer, on ne pouvait plus faire autrement, sauf à mettre en danger le budget municipal. Et il vaut mieux une hausse à un moment raisonné, on va dire, même si encore une fois je la regrette, qu'un budget qui dérape. Alors quand un budget a dérapé, pour le rattraper, là c'est très 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 douloureux. Et l'actualité nationale va nous le montrer dans les années qui viennent. Donc on a pris cette décision contrainte. Alors est-ce que le taux à Mazamet est beaucoup plus élevé qu'à Groyer ou qu'à Gaillac? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir le vrai taux du foncier bâti, il faut additionner le taux que vous avez au niveau municipal et le taux de l'intercommunalité, communauté d'agglomération, communauté de communes, pour savoir combien vous payez. Alors quand vous me citez, Jeff Sell, l'exemple de Groyer et de Gaillac, qui ont des taux à 44 et à 35, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux communes qui ont beaucoup transféré à l'intercommunalité, et donc il y a aussi 25 points de fiscalité qui sont liés à l'intercommunalité. Donc le vrai taux de Groyer, le taux communal à Groyer, c'est 44,78, auquel se rajoute 25 de l'intercommunalité. Donc il est à 69. Mazamet, c'est 62,29 plus 1 point de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, donc 63,29. Et pour Gaillac, le taux est de 35,72, c'est tout à fait vrai. Si vous rajoutez 25 points, il est à un peu plus de 60. Donc il est proche de celui de Mazamet. Le taux de foncier bâti sur Mazamet, globalement, il est à peu près identique à celui qu'on trouve sur les villes de plus de 10 000 habitants dans le département du Tarn. Il est à un point près le même que sur Castres, il est à un point près le même que sur Lavore, Gaillac, Groyer donc, puisqu'il faut tenir compte de l'intercommunalité, Albi, Carmaux. Si on se compare à des villes de taille comparable même dans la région, on est à peu près au même niveau. Avec la hausse effectivement de cette année, on est peut-être un point au-dessus de villes de taille comparable. Ça ne me satisfait pas, je vous le dis, je préférerais que ce taux soit 1 point, 2 points, 3 points, 10 points inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Mais les marges de manœuvre sont ce qu'elles sont. Alors, je veux quand même donner quelques exemples de comparaison parce que c'est quand même une vraie question. La difficulté qu'on a à Mazamet, c'est aussi qu'il y a un certain nombre de recettes qui nous échappent parce que les grosses zones d'activité, qu'elles soient industrielles,
industrielles ou commerciales, elles sont aussi beaucoup en dehors de la commune. Et donc les taux de foncier bâti s'en ressentent. Parce que ce qui rapporte beaucoup à une ville, ben, c'est les gros bâtiments industriels ou commerciaux. Et comme Mazamet a une géographie qui est contrainte, eh ben, ces bâtiments sur le Mazamétain, ils sont plutôt en dehors de la commune. Et donc c'est des recettes aussi que nous n'avons pas. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on peut pas avoir un taux qui soit un taux très bas. Quelques exemples sur les charges de personnel. Voilà. Je vais vous donner, ça c'est un tableau, pour vous montrer donc qu'on est plutôt une ville qui est plutôt économe. Là, vous avez différentes villes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien à l'écran, mais c'est pas grave si vous les voyez pas. Mazamet, je vais vous donner, voilà. Donc, on dépense par exemple Mazamet, les charges de personnel, c'est 552 euros par an par habitant. Si vous prenez une ville comme Carmaux, c'est 622 euros. Si vous prenez Castelnaudary, je prends des villes petites comme Mazamet, 10 000 habitants, c'est 634 euros par habitant. Lavore, 657 euros. Limoux, on est allé aussi voir dans le département de l'Aude voisin, 696 euros. Et si vous prenez la moyenne des villes comparables à Mazamet, c'est-à-dire des villes de 10 000 habitants, c'est 700 euros la moyenne. Et nous, vous voyez, on est plutôt à 552 euros. Donc on n'est pas très dépensier. Si vous prenez la dette, par exemple, c'est intéressant. Est-ce qu'on est une ville très endettée? On n'est pas une ville très endettée, par exemple. Là, vous voyez que Mazamet est même une des villes les moins endettées, si on prend les petites villes de la région. Vous voyez, on a une dette aujourd'hui de 381 euros par habitant. Si vous prenez une ville comme Gaillac, ils ont 728 euros. Bon, donc on n'est pas forcément une ville, ça c'est l'épargne nette, bon, etc. Les dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement, etc., etc. Bon, je vais pas vous abreuver, si vous voulez, de chiffres, mais globalement, on essaie d'avoir une gestion qui est la plus rigoureuse possible et on n'est pas une ville dépensière, voilà. Mais on a une difficulté, c'est qu'on a des recettes qui sont pas très élevées. On les a comparées à des villes de taille comparable et souvent, les villes de taille comparable à Mazamet ont 1 ou 2 millions d'euros de plus de recettes. Nous, globalement, les recettes totales de la ville de Mazamet, le budget global, c'est à peu près 10 millions. Nos confrères, souvent, en taille comparable, sont plutôt à 11 millions, parfois à 12. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la géographie fait que on a des recettes importantes qui nous échappent parce qu'elles sont hors commune. Et puis, on a aussi des charges, parfois, qui peuvent être importante en ce sens qu'on a une commune très étendue, notamment sur la montagne noire, et que ça coûte aussi cher. C'est plus facile d'avoir une ville petite avec plein d'habitants concentrés sur peu de surface que d'avoir une ville très étalée, notamment en montagne comme nous. C'est ce qui fait aussi le charme de Mazamet. En tout cas, on fait le maximum pour essayer de vous préserver le plus possible. On verra sur le budget 2025 quels seront les arbitrages de l'État, s'il va mettre un gros coup de massue sur les villes. En tout cas, on n'a pas pour intention d'augmenter le taux en 2025, ça je le dis tout de suite. Et si on peut, mais ça je ne peux pas encore le promettre, on essaiera de neutraliser l'augmentation des bases de l'État en baissant un petit peu le taux pour ne plus avoir d'augmentation. Je voudrais quand même dire que, même si, encore une fois, je sais que ça ne satisfera pas tout le monde, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est propriétaire à Mazamet et qui est donc propriétaire du logement qu'il habite, la feuille d'impôt locale en 2024 reste malgré tout moins élevée que la feuille d'impôt en 2020 avant qu'il y ait la suppression de la taxe d'habitation. J'ai devant moi un exemple. Alors donc là on est sur une maison qui est dans le secteur des Bosses. Avant, en 2020, 2722 euros d'impôts locaux, avec la taxe foncière et la taxe d'habitation. Aujourd'hui, il n'y a plus la taxe d'habitation, et donc malgré l'augmentation de la taxe foncière, feuille d'impôt en 2024, 2100 euros. Donc, on a encore, pour ceux qui sont propriétaires du logement, qu'ils occupent, ou ils vivent à Mazamet, par rapport à 2020, vous pouvez tous prendre votre feuille d'impôt et comparer, 26%, en gros on est encore 26% en dessous de 2020.
malgré l'augmentation du foncier bâti. Pour ceux qui nous regardent, qui sont locataires, là, la question ne se pose plus, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de taxes d'habitation, donc là, la question ne se pose pas. Pour ceux qui, en revanche, sont propriétaires sur Mazamet, mais n'habitent pas leur logement et font de l'investissement locatif, je suis d'accord, ça, effectivement, ça a augmenté et le coût aujourd'hui en 2024 est plus élevé que ce qu'il était en 2020. Voilà. Mais je voulais quand même le dire, et regardez bien, il y a quand même eu la suppression de la taxe d'habitation, ce qui fait que les locataires ne paient plus rien, à part les ordures ménagères, et les propriétaires qui habitent leur logement paient quand même moins aujourd'hui, en 2024, que ce qu'ils payaient en 2020. Ensuite, Aurélie, le stationnement sur le quai devrait être pour les résidents et les clients et non pour les commerçants. Pourquoi c'est maintenu? Impossible de se garer près de chez soi. Alors, il faudra me dire de quel quai vous parlez. J'imagine qu'il s'agit du quai Charles-Cazenave. Aurélie, normalement, le stationnement est censé tourner. Les places sont limitées dans le temps. Donc, normalement, le stationnement doit tourner dans ce secteur. Et le but, c'est évidemment pas que les commerçants se garent devant. Parce qu'après, sinon, ils vont se plaindre que les clients ne peuvent pas se garer. Donc, ne peuvent pas venir consommer dans leur commerce. Est-ce qu'il y aura une ligne Mazamet-Toulouse en bus au lieu d'aller jusqu'à Castres? Alors c'est pareil, ça a été demandé à la région, ça m'a été refusé. La région considère qu'il y a une liaison à faire et qu'il faut faire une liaison entre Mazamet et Castres et ensuite prendre le bus à Castres pour aller à Toulouse. Et que si on faisait un Mazamet-Toulouse direct, ça concurrencerait la ligne de bus Castres-Toulouse. Je l'ai plaidé en long, en large et en travers. Je n'y suis pas arrivé, j'en suis désolé. On me signale, alors en centre-ville, à côté du refuge, c'est Patrick qui me dit ça, nous sommes envahis par les moustiques tigres. Est-il prévu une campagne de prévention auprès des habitants du quartier? Oui, on peut effectivement essayer de communiquer. Les moustiques tigres, alors c'est pareil, là c'est un problème national, se sont développés, beaucoup développés, partout. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas des endroits où ils peuvent stagner et se reproduire, et notamment donc des poches d'eau. Hein, donc attention aux pots de fleurs avec de l'eau qui stagne, aux endroits qui ne sont pas entretenus dans certains jardins, aux coudes de certaines canalisations, etc. etc. Donc on refera, effectivement, c'est une bonne idée, on pourra refaire une sensibilisation pour faire en sorte que faire un peu la chasse à tous ces points d'eau qui font la stagnation et qui font qu'on est envahi par les moustiques tigres. J'en profite pour dire qu'on a demandé à l'ARS si on pouvait faire une démoustication massive. C'est pas possible. Vous savez qu'en France, nous sommes submergés de normes, de réglementations, d'interdictions. Donc on ne peut pas démoustiquer. En Espagne, ils le font, hein, ça se passe très bien. Mais en France, on ne peut pas. On ne peut le faire que s'il y a des suspicions de maladies tropicales. Et encore que sur un quartier. C'est-à-dire que si dans votre quartier il y a quelqu'un une personne sur laquelle on a une suspicion de maladie tropicale type dengue, chikungunya ou paludisme éventuellement, là on l'isole et on vient démoustiquer, passer des produits, mais vraiment sur un secteur de 3 ou 4 maisons autour de la personne qui est peut-être infectée. Voilà, c'est tout. Après, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire mieux. C'est la réglementation en France, j'en suis désolé, mais voilà, peut-être qu'il serait temps que là aussi au niveau national, il y ait une réflexion sur le fait de pouvoir faire une démoustication un peu plus massive dans beaucoup de secteurs. Mimi me demande ce que devient le couvent des Clarisses. Alors il y a probablement un repreneur qui devrait pouvoir intervenir dans les semaines et les mois qui viennent, probablement un repreneur qui accueille des personnes âgées. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pareil, ce sont des choses, c'est ce que je disais un peu en début de Facebook Live, c'est un peu comme l'industrie, il y a des choses qui se préparent peut-être sur Mazamet, mais tant que tout ça n'est pas signé, je peux pas donner de nom ce soir, mais
il y a probablement un repreneur et pour accueillir des personnes âgées sur ce bâtiment des Clarisses, ce qui serait une très bonne personne, une très bonne chose puisque un bâtiment où il y a personne à l'intérieur se dégrade rapidement et c'est jamais très bon. J'ai une question aussi sur le devenir des locaux de l'école Notre-Dame. Ils sont repris par l'institution Sainte-Marie qui est juste à côté, qui accueille des enfants qui sont ou placés ou en difficulté, donc qui a des gros besoins, qui connaît un important développement et donc qui va reprendre les locaux de l'école Notre-Dame pour faire une extension. Ils sont juste à côté, ils occupent déjà une partie de la rue Meillet, donc pour eux c'était logique et c'est une très bonne chose que cette institution puisse, ce foyer puisse reprendre les locaux de l'école Notre-Dame pour accueillir des enfants qui en ont besoin. Et en plus de ça, il y a des créations d'emplois qui vont avec, puisque c'est des métiers où il faut beaucoup d'encadrement. Et donc, je suis très heureux que ça puisse se faire. Jean-Claude me dit, vous allez me dire que je m'obstine, mais je reviens sur une mutuelle senior. Oui, écoutez, on peut toujours continuer à réfléchir à une mutuelle senior, mais il y a quand même un coût pour la collectivité, il y a des coûts de gestion, etc. Donc je suis pas sûr dans une période, si vous voulez, où on est plutôt à la recherche d'économies, qu'on puisse se lancer dans une mutuelle municipale en 2025. Voilà, je suis désolé encore une fois de tempérer votre optimisme par rapport à votre motivation par rapport à ce sujet, mais voilà, je pense que l'air du temps va pas être à créer des charges supplémentaires donc sur la mutuelle senior. Voilà, je préfère pas vous donner de faux espoirs par rapport à ça. Ensuite, donc des moustiques aussi dans le quartier des Bosses. Ça c'est un problème encore une fois qui est général. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais pas vues parce qu'il y en a vraiment beaucoup encore une fois. A priori, on a fait, je pense, à peu près le tour. Alors pareil, j'ai encore des questions, des remarques sur le rugby, sur le fait que ces deux terrains de rugby de la Lose soient réutilisés pour de l'économie. Donc je le redis, si ça doit se faire et si effectivement ces terrains doivent dans l'avenir servir à une ou des entreprises, on a travaillé déjà avec le Sporting, on a regardé pour trouver des solutions et donc il y aurait une solution de repli en équipant un terrain sur Bonnecombe avec éclairage, salle de visionnage et stock de matériel et toujours sur Bonnecombe en récupérant un demi-terrain qu'on pourrait couvrir qui permettrait de faire des entraînements quand il pleut avec de bonnes conditions. Donc l'idée c'est que si on doit déplacer et changer l'affectation de ces deux terrains de rugby, pour les rugbyman, pour ceux qui les utilisent, la solution de repli soit plus confortable que la solution actuelle. Parce que la solution actuelle, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de vestiaire, c'est pas toujours si simple. Voilà. Donc on veillera s'il y a ce changement à ce que vous y gagnez au change en quelque sorte, quoi. Voilà, ça c'est vraiment important. Elodie, pourquoi aucune illumination de Noël rue Paillet et autres? Alors j'ai pas le détail des rues où seront installées les illuminations de Noël. Là aussi, elles seront opérationnelles fin novembre. Ce sont des nouvelles illuminations cette année. Est-ce que la rue Paillet sera concernée ou pas? Là, franchement, je ne saurais pas vous dire. Si elle n'est pas concernée, alors là aussi, c'est des questions de budget, tout simplement. On ne peut pas mettre des guirlandes dans toutes les rues de Mazamet. Mazamet, c'est 120 km de rue. Donc, on peut pas mettre 120 km de guirlandes. Ça coûterait évidemment trop cher. Donc, on est parfois obligé de prioriser. Et quand on met une priorité, on met plutôt une priorité sur, évidemment, les secteurs commerçants et sur les grands axes. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que la rue Paillet n'avait pas d'illumination l'an dernier. Voilà, sinon on exploserait les compteurs, on exploserait le budget, ça coûterait évidemment très cher. Question sur le musée du délainage. Il y a une très belle exposition qui a été faite cet été. Chapeau aux organisateurs qui ont vraiment fait une très très belle réussite. Sachez que nous étudions des solutions pour que l'exposition puisse devenir permanente et notamment peut-être
alors je le mets au conditionnel, on est en train de voir une étude technique pour la relocaliser, cette exposition, de façon permanente sur la partie de la maison du bois et du jouet qui n'est pas utilisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un musée qui est très beau, enfin un très bel endroit au musée du bois et du jouet. Il y a une équipe sur place, il y a déjà du monde, de la fréquentation. Et donc l'idée ce serait de pouvoir mettre aussi le musée du délainage à cet endroit-là, où il y a déjà une équipe qui travaille et ça facilite l'accueil, c'est ce qui est très important parce qu'il faut vraiment limiter les coûts de fonctionnement. Il y a la passerelle qui est pas loin, donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Donc on est en train de regarder si techniquement la rénovation de ce local de la maison du bois et du jouet permettrait d'accueillir cette exposition voilà, qui a quand même beaucoup intéressé, qui a beaucoup plu et qu'on aurait plaisir effectivement à voir perdurer. Voilà, donc là c'est lié à des études techniques de solidité du bâtiment, etc., de place, de coûts de rénovation. On y travaille, les responsables de l'association, eux aussi, on regarde un petit peu tous les locaux qui pourraient être disponibles sur le secteur et on verra si ça peut aboutir dans les mois ou les années qui viennent. J'ai encore une question sur les anciens locaux d'EDF, c'est Christelle, mais c'est bien d'en reparler parce que c'est vrai que c'est une friche qu'on aimerait voir résorbée. On en a résorbé nous-mêmes, mairie, des friches. Je vous rappelle que tout ce que vous voyez à la RES aujourd'hui, que ce soit le parking, l'aire de camping-car, c'était des grosses friches industrielles. Il y a aussi une centrale hydroélectrique. On a fini de démolir l'usine qui était à l'entrée de la Brespi, la Mole Industrie, qui était quand même une verrue. Voilà, donc aujourd'hui, l'entrée de la Bruyère de la Brespi, pardon, est beaucoup plus jolie que ce qu'elle était. Il y a encore des travaux de renaturation de ce terrain qui pourront venir pour pourquoi pas l'arborer, etc., pour le rendre beaucoup plus esthétique. Et donc sur la friche EDF, effectivement, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à une grosse société immobilière qui gère ça pour EDF. Mais on a des soucis de constructibilité du fait qu'on n'est pas loin de la zone inondable et que les services de l'État estiment que cette zone pourrait peut-être être un peu étendue et que donc on ne pourrait pas construire. Il y avait un projet d'une grosse résidence senior, mais ça semble compliqué au vu des contraintes que l'État nous impose. Donc on est toujours en discussion avec l'État, mais j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose. Ludivine me demande quelles sont les prochaines animations à la halle. Alors je le redis, je l'ai dit aussi en début de Facebook Live, il y a une très très belle surprise qui vous attend pour cette année, c'est la plus grande crèche itinérante de France qui arrive à la halle le vendredi 29 novembre à partir de 18h30 pour l'inauguration. Vous êtes tous conviés, ça sera visible pendant un mois, l'entrée sera gratuite et c'est quelque chose d'absolument formidable autour des santons, de l'art des santons en Provence. Et vous retrouverez un grand village provençal de 400 mètres carrés au 19e siècle. Voilà. Et c'est vraiment une très très belle exposition qui sera proposée. C'est la plus grande crèche itinérante de France qui vient à Mazamet et que vous pourrez donc retrouver à la halle. Inauguration, je le redis, le vendredi 29 novembre à 18h30. Voilà, vous serez les bienvenus. J'ai une question de Renaud sur une intervention auprès de la ferme qui fait de la méthanisation à l'entrée de Mazamet. Les tracteurs qui vont et viennent à la Bruyère ne se serrent jamais. Certains automobilistes exaspérés doublent de façon dangereuse. Bon, alors c'est pas sur la commune de Mazamet, mais on essaiera de faire remonter la remarque à l'agriculteur qui est sur ce secteur, qui est sur la commune d'Aiguefonde. Voilà, mais on lui fera évidemment parvenir le message. Il n'y a pas de difficulté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir. Je regarde dans les petits papiers parce qu'au fur et à mesure de la soirée, on me dépose des petits papiers sur la table. Donc, j'essaie de n'oublier personne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, sur ces questions. Les questions de santé, ça a été vu. Les travaux, ça a été vu. Les animations avec les fêtes, ça a été dit également. Bon, on a parlé des questions de fiscalité. Si, peut-être un dernier point pour vous dire, alors ça rejoint les questions de budget on a procédé progressivement, on procède à l'extinction de l'éclairage dans certains secteurs de la ville entre 23h et 5h du matin.
je n'étais pas pour au départ, je l'ai souvent dit très souvent. On a quand même calculé qu'on pouvait obtenir une économie de 80 000 euros sur le budget municipal. Donc on va, en dehors des grands axes, des secteurs commerçants et sous vidéosurveillance et des lieux de nuit, c'est-à-dire les parkings et à proximité des cafés ou des restaurants, au fur et à mesure, on éteindra entre 23 heures et 5 heures du matin. On a commencé plutôt dans le secteur des hameaux et dans le secteur maintenant de la RES et de la route, de l'ancienne route des usines pour des questions techniques parce que c'est plus rapide et plus facile à faire que dans le centre-ville. Et on va continuer ensuite à partir de début janvier et on éteindra donc entre 23 heures et 5 heures du matin parce que c'est quand même une économie qui est importante et on évoquait les questions de fiscalité tout à l'heure et tout ce qui permet de gagner, voilà, de faire des économies est bon à prendre. Mais les secteurs, encore une fois, je le redis, avec caméra, les secteurs commerçants, les grands axes et les secteurs où il y a de la vie la nuit, café, restaurant, parking, ne seront pas éteints, évidemment, dans ce dispositif. Et puis vous dire aussi que vous trouverez après cette soirée sur le site de la ville un question-réponse justement sur l'extinction de l'éclairage public la nuit. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Et donc vous pourrez voilà, retrouver un petit question-réponse par rapport aux interrogations qui sont tout à fait normales que vous pouvez avoir par rapport à cette extinction de l'éclairage. Voilà. Une dernière question peut-être. Il y a des réflexions autour de l'Apollo, des questions aussi, puisque c'est l'Apollo qui pourrait être organisateur, et des questions aussi autour du Palais des Congrès, notamment sur des gradins qui permettraient de faire venir des tourneurs, des gradins pas à plat, mais donc vraiment des vrais gradins amovibles qui permettraient donc de faire venir des tourneurs avec des spectacles importants sur Mazamet, sachant que, et là on en revient à des questions budgétaires, il n'est pas question pour nous de perdre d'argent sur des grands spectacles que nous pourrions faire venir. Il faut que ces spectacles puissent s'équilibrer, donc il faut une jauge importante qu'on n'a pas forcément à l'Apollo, qui est plus adaptée à du théâtre, mais pour des concerts c'est plutôt le Palais des Congrès, donc on est en train de travailler à l'Apollo sur peut-être effectivement avoir des tourneurs qui viendraient sur le Palais des Congrès et sur des gradins amovibles qui permettraient de faire des spectacles avec une jauge importante puisqu'on pourrait rentrer 1000 spectateurs et donc 1000 spectateurs avoir un amortissement qui fait que ces spectacles viendraient, le public paierait sa place et ça coûterait rien à la collectivité. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions pour ce soir. Merci d'avoir été extrêmement nombreux, encore une fois, à poser des questions. Et puis, bah écoutez, on aura plaisir à se retrouver pour un autre Facebook Live prochainement, plusieurs fois par an, comme on le fait, et à vous retrouver très très rapidement dans vos quartiers, puisque quasiment tous les lundis soirs, il y a des réunions de quartier, et vous êtes évidemment tous les bienvenus dans ces réunions pour pouvoir évoquer, échanger, critiquer s'il le faut. On est là pour entendre les critiques également et essayer surtout de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Voilà, et puis n'hésitez pas, tout au long de l'année, je vous rappelle le site de la ville, le Facebook de la ville, la rubrique contact sur le site internet si vous avez quelque chose qui ne va pas, vous adressez un message à l'attention du maire, vous dites ça va pas, ça va pas dans mon quartier et ça me parvient directement et on fait en sorte de résoudre le problème le plus rapidement possible. Et puis je rappelle encore une fois pour tout ce qui touche aux questions de sécurité, d'incivilité, de bruit, de stationnement gênant, de manque de visibilité, etc. sur des intersections, n'hésitez pas à contacter les policiers municipaux, n'hésitez pas à contacter non plus la police nationale. Il faut vraiment absolument faire quelque chose quand vous constatez ça. Il faut appeler. Voilà, il ne faut pas râler dans votre coin, il faut appeler les policiers, c'est très important. Action, allez, encore deux questions. Une question sur les bordures du Toré. Y a-t-il un projet à côté d'Action en bord de Toré? Alors ça, c'est sur Bout du Pont,
pas à ma connaissance, en tout cas côté bout du pont en ce moment. Et de l'autre côté, on a une ancienne usine côté Mazamet, mais qui est en zone inondable. Et il reste, je crois, un terrain constructible juste à côté Mazamet, où il y a une petite résidence senior, je crois, qui devrait voir le jour dans les semaines qui viennent, côté Mazamet. Mais c'est petite résidence senior, hein. Et puis, y a-t-il quelque chose pour faire des dons à l'Espagne? Vêtements, non. De l'argent, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et je vous invite à vous adresser directement, notamment à la Croix-Rouge, mais je fais pas de distinction entre les différentes organisations caritatives, mais on a l'habitude, nous, de travailler avec la Croix-Rouge. On l'a fait pour l'Ukraine, on l'a fait pour le tremblement de terre au Maroc, on l'avait fait donc avec en différentes circonstances. C'est beaucoup plus simple de faire des dons d'argent directement à la Croix-Rouge pour aider le plus efficacement possible nos amis espagnols qui ont beaucoup souffert. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous, ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de questions comme ça. Je vois qu'on aime tous notre ville et qu'on est très attaché à savoir ce qui s'y passe, ce qu'elle va devenir. Et voilà, on a envie qu'elle soit belle et qu'elle continue à être agréable et à se développer. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour cette soirée à Jean et Chloé pour la réalisation technique. Merci beaucoup.